Nous commençons avec l'exposé de professeur Alexandra Dour, qui est prof au Sorbonne. Et au Google Lord, vous étiez lauréat d'un certain prix réputé. Vous étiez indiquée comme porteuse d'espoir en neurogénétique. Je trouve ça pas mal. Quelle introduction! Je vais prendre celui-là. Quelle introduction, merci beaucoup. Je suis très contente d'être là et je voulais remercier vraiment les organisateurs que j'ai devant moi, enfin une en tout cas, de m'avoir demandé de venir parler et me donner un titre que je n'aurais pas utilisé parce que je n'utilise pas le terme prédiction ni en consultation ni pour une consultation que je vais vous expliquer un peu. Nous en avons parlé beaucoup déjà toute la matinée. Il y a eu plein des exposés très instructifs et toujours novateurs, des cas cliniques formidables pour pouvoir discuter de ce qu'on fait en consultation de génétique avec l'idée de prédire, je ne suis pas sûre, mais en tout cas d'utiliser la génétique comme motif ou comme outil de prédiction. À la place de prédiction, on en a parlé déjà aujourd'hui, on n'est pas dans la toute-puissance et je voudrais reprendre ce qu'il disait tout à l'heure Françoise Houdoyer qui disait que le savoir médical est absolu, on a dit que les maladies étaient comme ci et comme ça. Vraiment, les médecins ne disent pas ça. En tout cas, je dois me défendre un peu parce que le savoir médical n'est pas réducteur à ce point. Et en génétique en particulier, on sait, et on va en reparler là, que la variabilité d'expression clinique est tellement énorme que le chemin entre la mutation génique et le phénotype est sûrement pas linéaire. Je voulais vous parler des maladies à révélation tardive, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup parlé de la transmission des parents aux enfants, avec des parents bien portants. Enfin, ils sont bien portants, ils ne sont pas malades. Ils transmettent une maladie et c'est comme une surprise, comme disait tout à l'heure Simone, une surprise de découvrir un enfant malade. Moi, je vais vous parler des maladies un peu... Claire m'a beaucoup aidée puisqu'elle a introduit l'histoire familiale de SCA2, mais toutes ces maladies autosomiques dominantes neurodégénératives ne commencent pas dans l'enfance. Très exceptionnellement, c'est pour ça les neuropédiatres d'ailleurs, dans ton cas, n'avaient pas fait le diagnostic. Mais ils commencent plus tard dans la vie. Et même si, c'était Bernard Gold ce matin, disait qu'on ne pouvait pas linéariser les histoires, j'ai quand même forcé le modèle d'une maladie dans un modèle linéaire que je vous ai mis là. C'est-à-dire qu'on est, si vous voyez oui, on est avec une prédisposition génétique qui reste. Elle est là pendant toute notre vie. Elle change d'ailleurs peut-être avec l'âge, mais elle est là. Elle ne change pas, elle ne s'en va pas. Et au fur de mesure du temps, on avance avec l'âge et la maladie, à un moment, va se déclarer. Comme ici, avec des signes cliniques qui vont être évidents. Et là, on va parler de la maladie. Mais avant tout ça, il y a un début lésionnel qu'on peut peut-être détecter avant. Il y a peut-être une phase qui est pré-manifeste où il y a déjà des changements. Et dans les maladies qui sont très chroniques, comme Claire l'a expliqué, où les choses se mettent en place très, très progressivement, eh bien, il y a peut-être des choses avant. Et dans ces maladies autosomiques dominantes, pour ces familles-là, ce qui est très particulier, et ce qu'on n'a pas encore dit aujourd'hui, c'est que la personne à risque, dont le parent est malade, il connaît la maladie mieux que le médecin. Parce qu'il a vu chez son père ou sa mère, et l'oncle, et le grand-père, et tout ça, ils connaissent la maladie. On n'a pas besoin de leur expliquer. Ils savent aussi ce qui est au début, parce que rétrospectivement, on arrive toujours à savoir s'il y a des changements inattendus ou attendus ou discrets qui vont pointer, oui, celui-là dans la famille, il va être malade ou pas. Donc, finalement, on a une phase prélésionnelle, on a sa prédisposition génétique, on va passer dans une phase pré-manifeste et finalement, on va être malade. Et cette séquence de choses, de phases,
elle n'est pas... J'ai mis des boîtes là qui sont plus ou moins grands, mais enfin ça ne veut rien dire. Ça, prélésionnel, ça peut être toute la vie. C'est-à-dire on est avec une mutation génétique dans les maladies dominantes. Creutzfeldt-Jakob, par exemple, une maladie effrayante, grave, qui tue généralement en 6 mois. On peut avoir la mutation génétique du gène prion et jamais rien avoir toute sa vie. Expliquez-moi ça, moi je ne sais pas. En tout cas, aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi c'est comme ça, et c'est ça, de ne pas le savoir, on va le transmettre à la personne qui viendra en consultation. Ce n'est pas le fait qu'on sait qu'on peut mourir d'un Creutzfeldt-Jakob, mais on va transmettre le fait qu'on ne sait pas si on va mourir du Creutzfeldt-Jakob, même si la mutation est là. Et donc, du coup, il y a un grand espoir et une grande possibilité. Et tout à l'heure, quelqu'un disait pour les traitements de pouvoir faire un diagnostic précoce, parfois quand les traitements vont être disponibles pour traiter plus tôt que la maladie ou les signes cliniques qui sont là. Et ça, je pense que c'est une idée qui nous traverse quand même depuis des années, de pouvoir faire de la vraie prévention dans les maladies neurodégénératives, de traiter avant que la maladie soit là et peut-être empêcher la maladie à se manifester. Voilà. Mais quand on dit c'est pas curatif, vous étiez intervenu tout à l'heure en disant qu'il y avait des espoirs de traitement, certes, mais surtout ce qu'on veut dire, il n'y a pas de prévention à faire. Je pense que c'est ça qu'il faudrait dire. On ne peut pas faire pour que la maladie ne se déclenche pas. Alors les tests génétiques qu'on va utiliser, c'est exactement dont a parlé Claire tout à l'heure. Soit on va confirmer la maladie chez quelqu'un qui a déjà des signes et on n'a pas besoin d'un test génétique pour dire qu'il est malade et le prendre en charge. On le fait parce que parfois on en a besoin, parfois on a besoin de savoir si c'est génétique, s'il n'y a pas d'autres cas dans la famille, etc. Mais finalement, pour la prise en charge, on n'en a pas besoin. Et puis on va faire des tests prédictifs, le terme que je n'aime pas, parce que qu'est-ce qu'on prédit? Moi, je ne sais pas. Pas grand-chose, probablement. Chez un apparenté qui connaît la maladie et à qui on va proposer, s'il le souhaite, ou il va demander, ou elle va demander, un test présymptomatique avant les symptômes. Donc, dans cette phase prélésionnelle, pré-manifeste, de faire un test pour lui pour savoir. Ou ne pas savoir, mais en tout cas pour savoir, là, c'est pour savoir. Et puis les tests prénataux, et je vais dire un petit mot pour ça. Tout le reste que je vous ai mis là, le dépistage, les autoprescriptions, des tests qu'on peut faire sur Internet, tout ça, c'est pas ça qu'on va voir en consultation génétique. D'ailleurs, si je regarde l'autoprescription que je vous ai mis là pour une plateforme qui s'appelle 23andMe, où on peut faire pour $99 son génome, nous, on pensait, qu'on s'était mis en place il y a une dizaine d'années, que les gens ont envie de savoir s'ils vont développer un cancer du côlon, l'Alzheimer et tout ça. En fait, pas du tout. Ils veulent savoir d'où ils viennent, quelle est leur ethnie, s'il y a du chinois chez eux, à combien de pourcentage, tout ça. Donc, c'est pour ça que c'est utilisé, mais pas du tout en clinique. Quelle maladie on voit, nous? Donc, on a déjà entendu aujourd'hui la maladie de Huntington, les ataxies cérébelleuses, Creutzfeldt-Jakob. Là et celle-là. Je prends les celles-là parce que c'est une maladie, la maladie de Charcot. Donc, vous la connaissez bien parce qu'il y a des films avec des gens qui sont connus, qui ont été montrés. La SLA a été dite pendant des années, jusqu'en 2011, qu'elle n'était pas génétique. On savait qu'il y avait 1% qui était dû à un gène SOD, que je vous ai mis là, mais qui est très très peu fréquent et ça inquiétait personne. En plus, quand il y avait ce gène-là, la maladie était plutôt un peu moins grave. Et tout à coup, on a découvert en 2011 un gène C9orf72 qui était un gène majeur de la SLA, qui donnait une forme autosomique dominante. Donc, oh là là, là, tout le monde s'est un peu affolé, et c'était justement là où les gens se disent, mais est-ce qu'on doit faire ce test génétique ou pas? Je vous ai mis ce schéma très compliqué parce que c'est une question de mesure de ce que la génétique peut apporter pour un diagnostic quelconque. Et c'est un schéma assez classique et je voudrais juste vous le présenter parce que ça vous permettra de mettre chaque variabilité génétique à sa place. Et ça, c'est l'exemple de la maladie d'Alzheimer qui est, comme vous le savez, pas génétique a priori. Et on discutait avec Simone tout à l'heure, on disait, mais qu'est-ce que l'environnement fait? Et je veux juste vous dire, c'était une réponse que je pouvais faire tout à l'heure
à ce qu'elle disait, c'est les premières prévisions pour dire que la maladie d'Alzheimer allait toucher l'ensemble des personnes âgées plus de 60 ans ont été faites par les Anglais dans les années 70, parce que les femmes nées, parce que je dis les femmes parce qu'il y avait plus de femmes qui avaient la maladie d'Alzheimer, les femmes nées qui ont été servies à cette prévision n'ont été jamais allées à l'école. Quand ils ont répété ça 30 ans plus tard, ils se sont rendus compte, donc là, en 2000 quelque chose, ils se sont rendus compte que la courbe avait une cassure claire. Donc il n'y avait pas une augmentation exponentielle de la maladie d'Alzheimer parce que les femmes étaient allées à l'école, tout simplement. Donc je pense qu'on sait aujourd'hui que le facteur de risque de la maladie d'Alzheimer, c'est de ne pas aller à l'école. Alors vous allez me dire, c'est facile comme prévention, il faut aller à l'école. Je trouve que c'est pas mal. Donc ceci dit, vous voyez ici que l'ApoE est un facteur de risque. Et je vous ai mis ici, vous voyez ici sur ce graphe, que l'effet ou la pénétrance, c'est-à-dire la probabilité d'avoir la maladie si on a cette anomalie génétique, elle est très faible en bas, elle est très forte en haut. Et les variants qui sont responsables de cette pénétrance sont très rares ici et très communs ici. Donc on regarde par exemple le facteur ApoE4 pour la maladie d'Alzheimer, c'est commun, il y a plein de gens qui ont ApoE4 évidemment, mais l'effet peut être important puisqu'il augmente si on est ApoE4 8 fois le fait d'avoir une maladie d'Alzheimer plus tard. Mais tout seul, faire ApoE4 chez quelqu'un, ça ne sert à rien parce que ça ne va pas dire si on va faire une maladie d'Alzheimer. C'est une probabilité. C'est un poids supplémentaire du fait de ne pas avoir été à l'école, par exemple. Par contre, ici, où vous avez des formes très rares, ces gènes-là dont vous n'avez jamais entendu parler, ils sont en effet, comme dirait ma fille, mouse. C'est un effet majeur. Si la mutation existe, on va développer la maladie un jour dans la vie, pas toujours, mais quand même avec une très grande probabilité. Et c'est là où on dit que les médecins ont dit que c'était immuable quand on parle de ces gènes-là. Mais tous les autres qui sont dans ce schéma donnent un poids très variable et parfois vraiment rikiki qui va, en plus du fait d'avoir fumé, de bu de café, d'un tas de choses épigénétiques, si vous voulez les appeler, ou autres, qui vont vous prédisposer à faire une maladie plus tard. Et donc, vous comprenez bien qu'en consultation, on ne va pas tester ApoE4 et 4, on va tester à la limite ces gènes très rares. Donc, les consultations pour les maladies autosomiques dominantes, neurodégénératives ou la maladie d'Alzheimer concernent très peu de gens. Ça, il faut quand même bien l'entendre. Et quels sont les enjeux des tests génétiques? On en a déjà parlé aujourd'hui, mais je reviens dessus. Les incertitudes concernent les deux tests, le test diagnostique, mais aussi les tests présymptomatiques. Mais moi, je ne les appellerai pas les incertitudes. Moi, je vais plus fort. Ce n'est pas qu'on n'est pas certain, c'est qu'on ne sait pas. C'est quand même pas pareil, ça, de ne pas être certain de quelque chose, on dit peut-être et tout ça. Non, on peut dire pour plein de choses, on ne sait tout simplement pas comment ça marche. On ne sait pas pourquoi quelqu'un avec une mutation dans le prion va développer une maladie de Creutzfeldt-Jakob à 50 ans et quelqu'un d'autre ne va jamais rien développer de sa vie. Je ne sais pas et aujourd'hui, on n'a aucune idée pourquoi c'est comme ça. Donc on devrait quand même plutôt dire les inconnus qui jouent dans notre cours de la consultation génétique avec nous. Et les inconnus, il faut les connaître pour les inclure dans le conseil génétique. Et c'est là où ce n'est pas facile. Parce que l'expressivité variable est extrême. La pénétrance incomplète, vous avez compris, je vous l'ai dit plusieurs fois, mais on va prendre un exemple. Et pour les tests présymptomatiques, ce qu'on discute le plus en consultation, c'est qu'est-ce que je peux faire si je suis porteur? Donc, quel est mon champ d'action et quelle est ma prévention que je vais pouvoir faire si jamais je me découvre porteur de l'anomalie génétique? Et la liminalité, on en a parlé, c'est-à-dire on se trouve entre deux. Si on sait qu'on est porteur, on n'est plus tellement normal, mais on n'est plus tellement malade non plus. Dans les incertitudes, je vous ai mis ici un arbre généalogique
pas pour vous assommer, mais pour vous montrer, dans cette famille-là où vous avez une maman ici, elle a un rond jaune, donc ça veut dire qu'elle a commencé après 30 ans la maladie, et on regarde sa fille, elle n'a rien du tout, elle est vert, elle est porteuse de l'anomalie génétique, elle n'a rien et peut-être elle n'aura jamais rien. Et son fils a commencé la maladie bien avant 20 ans, probablement même avant 10 ans. Même mutation transmise par quelqu'un. Pourquoi c'est comme ça? Dans cet exemple-là, je ne sais pas. Donc ils connaissent bien la maladie dans la famille, mais on ne sait pas ce que ça va donner. Et cette incertitude ou cette inconnue, il faut bien la transmettre lors de la consultation génétique. Et ce nouveau gène-là de 2011, enfin, il n'est pas tellement nouveau, mais si les gens le découvrent encore pour la SLA, en fait, il n'a pas été découvert pour la SLA. Il a été découvert pour la démence frontotemporale. Un nom terrible, mais qui signe que vous développez avec ce gène-là soit une SLA, soit une démence frontotemporale, ou les deux. Et nous avons discuté ensemble récemment avec Maria Delmar Amador, qui fait la consultation génétique en tant que spécialiste de la SLA pour nous, avec nous. Et on s'est dit, mais est-ce que quelqu'un qui a que des cas de SLA dans sa famille, imaginez, ils sont tous déjà morts, ça a été très difficile, vous avez accompagné votre mère dans le décès et tout ça, et là on vous dit, CC9ORF72, vous pouvez avoir une SLA, ça vous comprenez, ou je crois qu'on peut comprendre ça, même si c'est difficile, mais est-ce qu'on va pouvoir comprendre que peut-être on aurait en plus une démence? Ou peut-être les deux? Non, ça c'est impossible. Et on s'est rendu compte que rajouter une couche là, supplémentaire, même si c'est du savoir, ça ne veut plus rien dire. Et peut-être pour cause. Et la pénétrance incomplète, je voudrais en redire un mot, parce que c'est compliqué à faire, parce qu'on n'a pas les causes pour ça. Ça, c'est un monsieur qui a une maladie, il porte la mutation, c'est le M. En hétérozygosie, c'est comme ça dans les maladies autosomiques dominantes, c'est-à-dire il a un chromosome normal qui va pouvoir transmettre à ses enfants, ou le chromosome avec la mutation. Il a une sœur et un frère. Il y a la sœur qui n'est pas malade, elle est plus jeune, donc vous allez dire peut-être elle va être malade un jour, mais elle est porteuse et peut-être elle ne sera jamais malade, et un frère qui est sain et qui ne va pas être malade. Et d'où vient la maladie? Parce que ça, c'est aussi une question qu'on nous pose beaucoup. Là, le père, il a la mutation, il n'est pas malade, il est bien plus vieux que son fils. Pourquoi son fils a commencé et pas son père? Et pourtant, ils ont la même mutation. Comment expliquer ça? Et parce que le cerveau a l'horreur du vide, il va trouver des explications. Des explications parce que j'ai fait ça, parce qu'on a fait ça, parce que l'environnement fait ça, parce qu'il y a plein de choses autour. Mais au fond, je crois qu'on ne sait pas. On ne sait pas. Dans cette maladie-là, d'ailleurs, on ne sait pas. Donc, si on est en face d'une maladie à révélation tardive à l'âge adulte, pour ce monsieur qui a la flèche et qui demande un diagnostic présymptomatique, par exemple pour la maladie de Huntington, il connaît la maladie, je insiste là-dessus, vous n'avez pas besoin de lui faire un conseil génétique sur la maladie, il sait de quoi on parle, et c'est que son vécu de la maladie qui va pouvoir intégrer dans sa demande de test, et pas ce que vous connaissez de la maladie, vous médecin, ou vous équipe, ou vous psychologue, c'est ce qu'il sait lui. C'est ça qu'il va intégrer dans sa demande de test. Donc si lui, il trouve que la maladie de son père n'est pas grave, même si vous pensez que la maladie de Huntington est grave, eh ben, il va faire le test dans le cadre d'une maladie pas grave. Et ça, c'est important de lui demander. Et quand il viendra, et c'est ça qui est un peu particulier, c'est qu'il aura probablement déjà des enfants. Parce que dans la tête des médecins et des équipes, c'est quand même souvent qu'on fait un test présymptomatique parce qu'on ne souhaite pas transmettre. Marcella l'a dit ce matin. Mais en fait, ce n'est pas ça. Dans ces maladies à révélation tardive, souvent les enfants sont déjà là. Et ce qui m'avait beaucoup frappé la première fois quand on a regardé quel était l'âge auquel les gens venaient en consultation pour demander un test, on s'est rendu compte qu'en moyenne, c'était de 35 ans. Ce n'était pas 18. C'était l'âge auquel les personnes allaient se poser la question de peut-être développer la maladie un jour. Ils étaient proches du début de la maladie du parent. Ce qui est le plus,
qui va pousser la personne à faire éventuellement un test génétique en présymptomatique, c'est parce qu'il s'approche de la maladie, l'âge du début de la maladie de ses parents. Je pense que c'est quelque chose à intégrer aussi. C'est pas nous qui poussons à le faire, c'est pas nous qui savons quand c'est le moment, c'est eux qui savent. Et si on se dit, bon, il est sûr que ceux qui vont demander le test, ils vont penser que leur maladie est grave, peut-être, ou pas d'ailleurs, mais c'est en tout cas une raison pour laquelle on peut le faire. Quelles sont les possibilités de prévention et quelle est la pénétrance et l'expressivité variable. Ça, c'est les enjeux qui en sont discutés en consultation. On va faire un jeu ensemble. On a une ligne ici. Il y a la possibilité de traitement à proposer à quelqu'un. Elle est de 0% ou elle est de 100%. Si je dis le cancer du sein, où est-ce que vous le mettez, vous ? On peut faire des choses. On peut enlever les seins, les ovaires. Si on est porteur de la mutation BRCA1, Angela Jolie l'a fait. Donc, vous direz, elle dira 100% de prévention possible. Mais pas tout le monde s'est fait enlever les ovaires et les seins à 30 ans, non ? Oui. Donc, je le mets où ? À peu près, hein ? Non, mais c'est pas un test. Non, je sais bien. Léo ? Le plus bas possible. Pas mal. Ah, et vous ? Je prends pas de risque. Là, je vais le mettre là. Ils sont pas mal. Moi, je l'ai mis un peu à 50 parce que, voilà, ça dépend un peu l'âge. Mais vous voyez, par exemple, j'ai mis... Je suis une femme, ça c'est sûr. Il y a les cardiomyopathies hypertrophiques là, par exemple. Le cardiogénéticien avec qui je travaille, il dira, mais non, mais ça va pas, Alexandra, tu peux pas les mettre qu'à 10%. Un cœur, on met une boîte, on implante une boîte, on leur dit de rien faire. Alors moi, je lui dis, mais Philippe, comment je leur dis de rien faire ? Ça veut dire, on fait de l'amour comme ça. On ne peut pas non plus courir après un bus. Non, mais ça ne va pas. Non, c'est difficile. En tout cas, le bénéfice individuel d'un test qui est véritablement médical, il faut bien comprendre que c'est extrêmement dépendant du clinicien qui va en parler, hein, et aussi du vécu de la personne dans la famille. Si dans sa famille, avec une cardiomyopathie hypertrophique, et on en a parlé souvent au staff, si tout le monde est mort d'une mort subite, lui, il ne va plus rien faire, il va rester immobile. Il va se dire, waouh, ça va m'arriver. Ou au contraire, il va faire de la planche à voile et se dire, peut-être, ça va m'arriver. Mais en tout cas, c'est le vécu personnel, c'est ça que je veux vous dire. Ce n'est pas évident. Notre prise en charge, on a déjà un peu parlé, elle est séquentielle. On donne l'information, on redonne l'information. Les psychologues interviennent pour accompagner la personne, pas pour mettre un tampon ici, vous êtes apte. Non, pour voir comment on fait le suivi derrière. Il y a la prise de sang et puis il y a le suivi. Mais les boîtes ont des tailles identiques là sur mon schéma, mais ça pourrait être des boîtes très variables dans leur quantité et dans leur taille. Qu'est-ce que nous avons appris ? Depuis 25 ans, on fait ce test chez des personnes. Eh bien, la première chose importante à savoir, les demandes de tests présymptomatiques dans les maladies neurologiques à révélation tardive sont rares. Moins de 20%. Aux États-Unis, moins de 5%. Pourquoi moins de 5% aux États-Unis ? Parce qu'ils ont les assureurs dans le dos, ce qu'on n'a pas nous ici. La dépression est fréquente chez les porteurs. Les porteurs qui se révèlent porteurs après un test présymptomatique sont déprimés. Vous allez me dire, c'est pas étonnant, mais je vais vous dire que ce n'est pas le résultat qui les déprime, mais je vais vous le dire tout de suite pourquoi. Et Marcella l'a déjà dit aujourd'hui, le diagnostic prénatal est très peu fréquent après un résultat défavorable chez les parents. Alors, peut-être parce qu'ils ont déjà des enfants, mais même en âge de procréer, c'est faible, ça n'a même pas 18% pour la maladie de Huntington. Je vous ai mis ça pour vous illustrer un peu comment ça se passe d'une année à l'autre. C'est-à-dire que est-ce que la demande des tests, avec l'espoir thérapeutique, puisque vous en parliez tout à l'heure, est-ce que ça augmente dans le temps ? Eh bien, comme vous pouvez le voir ici, pas du tout. Parce que cette barre-là, ces barres que vous avez ici, ça représente le nombre de demandes par an
de personnes à risque pour la maladie de Huntington qui vont demander, ça c'est la barre grise foncée et gris clair, ceux qui vont faire le test finalement. C'est-à-dire ceux qui viennent, se disent « Ah, est-ce que c'est le bon timing? Est-ce que j'ai envie de le faire ?» Et finalement, ils ne vont pas le faire là. Donc vous voyez qu'il y a à peu près 60% qui vont le faire. Et vous voyez que pour chaque année, la proportion reste un peu pareille, mais surtout, ça a tendance à diminuer un peu avec le temps. Et puis, les demandes pour les autres maladies, ataxie, SLA, enfin tout ce que vous avez dans les couleurs qui sont là au fond, tout en bas, c'est peu de demandes par an. Je voudrais quand même que les informations dans ce schéma, ils sont pas tout le monde qui vient va faire le test. Première information. Deuxième information, il y a peu de demandes. Donc les gens sont pas, les 80% qui ne font pas le test et qui ne le demandent pas, ils ne sont pas idiots. Pourquoi ils ne le font pas à votre avis? Je ne sais pas, vraiment. Ils ne veulent pas savoir. Voilà, ils ne veulent pas savoir. Voilà, mais moi, je n'en sais même rien. Mais non, ils ne veulent pas savoir. Ils ne veulent pas savoir. Ils ne veulent pas savoir ou parce que ce n'est pas le moment. Et qu'est-ce que je vais en faire avec le résultat? Ils ne sont pas idiots quand même, les gens. Mais qu'est-ce que je vais faire si je sais? Et, comme dit toujours Marcella, le fait de ne pas souffrir du fait qu'on ne sait pas, c'est-à-dire d'être bien dans une espèce de « ah, peut-être je le suis, ah, peut-être je ne le suis pas », le fait de ne pas souffrir de cette situation, eh ben, ça ne vous pousse pas à faire le test quand même. C'est assez commode aussi. Ah, je suis peut-être porteur, alors je ne vais quand même pas réussir cet examen, c'est quand même dur. Le prénatal, c'est pareil, c'est pas fréquent. Et les facteurs prédictifs, parce qu'on les a cherchés, là, on veut faire de la vraie prédiction dans la prédiction. On veut savoir pourquoi les gens sont déprimés après un résultat. Et ce qu'on a regardé là, c'est si le fait d'être porteur déprimait les gens. Eh bien, à peine. C'est pas ça qui est le facteur prédictif. Est-ce que le fait d'être une femme, que le parent transmetteur est d'une mère, le fait d'être marié ou pas, avoir des enfants, etc., est-ce que le fait d'avoir envie d'avoir des enfants vous déprime si jamais vous êtes porteur? Oui, un peu plus. Mais ce qui vous déprime le plus, si vous faites un test génétique, c'est le fait d'avoir été déprimé avant. Alors là, les psychologues vont me dire, mais ça, on le savait, nous. Oui, mais il fallait quand même le montrer, parce que pour le moment, tout le monde nous a dit que les porteurs ne sont pas bien, ils sont déprimés parce qu'ils sont porteurs. Eh bien non, ils sont déprimés parce qu'ils étaient déprimés avant. Et pourquoi ils étaient déprimés avant? Non, mais je rigole pas, c'est vrai quand même. Parce que s'ils avaient été déprimés avant, c'est parce que l'histoire familiale est trop lourde. Ils portent tout. Ils portent la culpabilité, la honte, enfin tout ce qu'on a entendu aujourd'hui qui était extrêmement bien illustré. C'est ça qu'ils portent, c'est ça qui est difficile. Et c'est de ça il faut les accompagner. Et pas juste dire, ah là là, s'il est porteur, il va être déprimé. Non, c'est pas ça qui va le déprimer. Et donc les non-porteurs. Et j'ai fini. Donc je ne vais pas vous dire ça. Si, je vais vous dire ça parce que quand on a regardé, c'est Matthias Schwartz qui a fait ce travail-là, vous allez me dire, mais si on pouvait appeler les gens qui ne sont pas décidés pour faire le test, c'est-à-dire les gens qui viennent en consultation et finalement ne font pas la prise de sang, qu'est-ce qui les distingue finalement des autres? Comment sont-ils? Est-ce qu'ils vont bien? Et si vous regardez que le petit graphe ici, vous voyez ma souris? Oui. Vous voyez que les gens qui n'ont pas fait le test, et le rouge, c'est le fait d'être angoissés, sont très angoissés. Ils ont pris une décision, ils ont dit « je ne fais pas le test », mais ils sont quand même très angoissés. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas qu'on oublie non plus. C'est-à-dire que les gens qui viennent nous voir, qui prennent cette décision assez courageuse de faire le test, il faut bien sûr les suivre. Les gens qui prennent courageusement, ils disent « c'est pas le moment, je ne vais pas le faire », eh bien, ils ne vont pas bien non plus, ils sont angoissés, il faut les aider un peu. Et donc, je ne vais pas parler de ça. Mais si je peux dire un mot, elle dit que je peux dire un mot. C'est moi qui préside. Alors je ne dis pas, mais est-ce que la prédiction rend malade? Parce que c'est une question qui est souvent posée comme question. Tout à l'heure, c'était venu aussi. Si je sais, Claire disait, si le monsieur, s'il fait le test, même en étant malade, est-ce que ça va précipiter ma maladie? Ça, c'est quand même quelque chose que beaucoup de gens nous demandent. Donc avec Marcella, on a regardé. Ne vous perdez pas dans mon schéma, mais juste pour comprendre,
ici, au milieu, c'est là où se devrait trouver la personne qui est porteuse du gène de la maladie de Huntington pour commencer la maladie, c'est-à-dire que c'est comme attendu, c'est-à-dire 0. C'est-à-dire qu'on est attendu que ça commence à 30 ans, ça commence à 30 ans. Là, c'est plus tard et là, c'est plus tôt. Et vous voyez que la proportion des gens qui ont commencé plus tôt et plus tard est à peu près la même dans ce schéma. Et c'est ceux-là qui ont fait le test en pré-symptomatique. Ça, c'est des malades qui ont fait ça quand ils étaient malades. Donc là aussi, la variabilité est très grande, c'est-à-dire que vous pouvez commencer la maladie avant ou après prévu. Ça ne change rien de savoir en avance. C'est ça que je vais vous dire. Donc la prédiction biologiquement, en tout cas, ne rend pas malade. Ça, je peux maintenant leur dire, c'est plus inconnu. Et je finis par la phrase que Marcella m'avait dit un jour, et je la garde bien en tête. Ce n'est pas le doute, mais c'est la certitude qui rend fou. Et je devrais dire, c'est la certitude qui rend fou, mais c'est l'incertitude, c'est l'inconnu qu'il faut accepter. Et tout à l'heure, c'était beau, c'était toi qui disais ça, que on pouvait, ou c'était Goltz qui disait ça, qu'il faut être préparé à l'incertitude. Donc, je finis par la photo des psychologues là, mais vous les avez tous ici en vrai. Je n'ai pas besoin de vous les montrer et je vous remercie de votre attention.